Bien, bonjour et bienvenue à tous une fois de plus dans cet amphithéâtre Marguerite de Navarre du Collège de France où je vous avoue que j'ai bien cru jusqu'à la dernière minute, très littéralement, ne pas pouvoir être au rendez-vous. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, mon mari mène un combat vraiment héroïque contre un très grave cas de cancer depuis maintenant près de 2 ans. Et malheureusement, c'est maintenant la maladie qui est en train de l'emporter dans tous les sens du mot. Ainsi, plus encore que l'année dernière, où j'ai assuré mes cours tant bien que mal, et plutôt mal que bien au demeurant, cette année est d'emblée placée sous le signe de la précarité et de la fragilité. Précarité du destin humain, et fragilité de la condition humaine, et malgré tout, ressources insoupçonnées de l'énergie vitale et du lien humain. Autant de thèmes qui trouveront probablement certains échos dans le cours de cette année, s'il peut avoir lieu. Vous seriez en droit de soulever la question, mais pourquoi dans ces conditions, dans ces circonstances, s'acharner? Est-ce qu'il n'y a pas un certain acharnement à vouloir s'engager dans une nouvelle série de cours qui, de toute évidence, n'ont pas pu être préparés dans des conditions normales, c'est le moins qu'on puisse dire, des cours qui risquent donc d'être à la limite de l'incohérence, et là je vous demanderai toute votre indulgence, et qui risquent surtout de s'arrêter à tout moment. J'ai tout récemment eu l'expérience de ces interruptions inopinées en recevant notre conférencier invité de l'université de Tokyo, le professeur Kobayashi, que j'ai dû abandonner donc à son sort lors d'une de ces conférences. Alors oui, cela relève d'une sorte d'acharnement, on peut le dire, et un acharnement qui n'est même pas thérapeutique. Il s'agit au contraire d'un acharnement à vouloir tenir tête à la maladie et même à une fin annoncée, peut-être toute proche. Un acharnement aussi à vouloir conserver coûte que coûte un lien avec la communauté des vivants que vous êtes, celle que constituent aussi tous les auditeurs et internautes invisibles donc du cours. Vous avez été nombreux, je le sais, à m'accompagner dans ce cours toutes ces dernières années et à m'exprimer votre sympathie et votre soutien sous toutes sortes de formes. Et j'ai véritablement le sentiment de ne pas avoir le droit de quitter la conversation ainsi engagée. Donc, je vais essayer de la maintenir et de l'alimenter autant que je pourrai. Toutefois, vous l'aurez compris, cette conversation risque fort d'être en pointillé ou, je viens de le dire, carrément interrompue dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours. Et donc, plus que jamais, je ne saurais trop vous recommander de consulter très régulièrement le site
Internet du Collège de France pour vous tenir informé en temps réel des annonces éventuelles de report ou d'annulation. Alors, je rappelle aussi que les cours du Collège de France de l'année en cours et des années précédentes, donc ces cours peuvent être suivis et téléchargés gratuitement en audio et en vidéo, en français et en anglais, et dans le cas particulier de mes cours, en chinois, sur donc le site internet du collège. Ma page web de ce site est également à consulter par ceux qui sont intéressés par notre séminaire du jeudi après-midi, où nous continuons cette année à lire des commentaires sur le Zhouyi, c'est-à-dire sur le livre des mutations d'époque Song. Et donc, vous comprendrez peut-être que ce séminaire est en principe réservé à ceux qui lisent non seulement le chinois, mais le chinois classique, de préférence. Donc, j'attire l'attention donc, des auditeurs éventuels de ce séminaire sur le fait que tout a changé, le lieu, les dates, l'horaire. Donc, ce séminaire a maintenant lieu non plus ici à Marcellin-Berthelot, mais sur le site du Collège de France de Cardinal Lemoine, au 52 rue du Cardinal Lemoine, qui est également donc le site qui héberge les bibliothèques orientalistes du Collège de France et donc également la bibliothèque des hautes études chinoises en particulier. Donc ce séminaire reprend cet après-midi à 15h. Il se tiendra seulement une fois tous les 15 jours et à raison de 3 heures au lieu de 1h30 d'habitude, donc de 15h à 18h à partir d'aujourd'hui, donc ce qui veut dire que le jeudi prochain, il n'y aura pas de séminaire, mais le jeudi 20 décembre, il y aura de nouveau un séminaire de 3 heures juste avant les fêtes. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette année, je pense qu'il serait bon pour, d'abord pour moi-même, je pense, pour ceux d'entre vous qui suivez ce parcours depuis quelques années, et puis évidemment surtout pour ceux qui nous rejoignent maintenant, il faudrait, je pense, commencer par rappeler dans les grandes lignes le chemin que nous avons parcouru ensemble jusqu'ici. L'aventure commencée il y a maintenant 4 ans a consisté en la revisite, ou plutôt la multiplicité de revisites de Confucius et du texte de ce qu'on appelle en français les entretiens qui lui est associé, avec le souci constant de ce que j'appelle tenir les deux bouts, c'est-à-dire de montrer à la fois des processus plus ou moins anciens de composition et d'interprétation des textes, et en même temps, sans jamais oublier de les replacer à la lumière d'enjeux contemporains. Je pense que simplement en lisant ou en consultant les médias, vous vous êtes tous aperçus qu'il y a un phénomène donc d'un retour actuel de Confucius,
Et notre travail ici au Collège de France est un travail donc de mise à distance et d'approche critique de ce phénomène. D'où l'intitulé de ce cycle qui a duré 4 ans, Confucius revisité, textes anciens, nouveaux discours. C'est ainsi que notre point de départ, durant la première année, 2008-2009, qui a été donc mon baptême du feu, en quelque sorte, au Collège de France, dire que je survis encore 5 ans après. Donc, durant cette première année, le point de départ a été précisément la situation tout à fait contemporaine, encore en cours, de ce que je viens d'appeler donc le retour de Confucius en Chine continentale, essentiellement, un phénomène massif qui touche de nombreux secteurs et strates de la société chinoise, et un phénomène d'autant plus spectaculaire qu'il est exactement à l'inverse de ce que l'on observait il y a tout juste une génération, celle des années 1970, qui faisait prévaloir une volonté, au contraire, de destruction massive de tout l'héritage chinois traditionnel et donc confucéen. J'ai eu déjà plusieurs fois l'occasion de vous montrer ce contraste en images entre ce qui se passait donc dans les années 1970. Vous voyez ici donc un garde rouge démolir donc une partie du temple de Confucius à Qufu, donc le lieu natal de Confucius, et ici donc une photo de la campagne Pilimpikong, c'est-à-dire donc une campagne de critique contre Lin Biao, donc l'ennemi que Mao Zedong avait décidé d'abattre, et contre Confucius, campagne de 1974. Et le contraste complet avec donc cette statue de Confucius replacée sur son piédestal qui date d'une quarantaine d'années plus tard. Donc la statue a été érigée, on le voit sur le piédestal en 2001, à l'entrée du campus de l'Université du Peuple, Renmin Daxue, à Pékin, Université du Peuple qui, je vous le rappelle, est l'ancienne école de formation des cadres du Parti communiste. Vous avez également ici un signe patent de ce retour de Confucius et du texte des entretiens, avec la photo de cette petite fille qui tient un exemplaire du Luanyu, c'est-à-dire donc les entretiens, et en vertical, donc la question est-ce que tu as lu le Luanyu? Ni du Luanyu le ma? Là, vous avez également une autre photo assez parlante de ce phénomène de retour qui ne concerne pas que les élites, mais qui va assez profond donc, dans le tissu social. Vous avez ici une école, vous avez vraiment des enfants d'un très jeune âge, avec un maître qui donc leur inculque l'enseignement du vieux maître, dont vous avez un portrait ici, une école qui se trouve donc au fin fond de la Chine. C'est une photo tout à fait actuelle. Donc vous voyez que en l'espace
d'une génération, nous sommes passés d'un extrême à l'extrême tout à fait opposé. Alors, donc ce retour de Confucius s'accompagne d'un renouveau soudain d'intérêt pour le Yu, donc titre le plus souvent traduit en français par entretien, qui fait aujourd'hui figure de best-seller dans les librairies chinoises, au point qu'on en oublierait presque la hargne avec laquelle ce texte a été vilipendé et même brûlé pendant cette fameuse campagne de 1974, dont je vous montrais une photo tout à l'heure. Vous avez ici donc la couverture d'un livre à succès qui s'est vendu littéralement à des dizaines de millions d'exemplaires en Chine. Le livre de Madame Yu Tan, dont vous avez le nom ici, et qui a choisi d'intituler son livre « Lunyu Xinte », c'est-à-dire littéralement ce que j'ai appris ou ce que j'ai retenu du Lunyu. Alors, cette Madame Yu Tan, vous voyez qu'elle elle a un visage très, très avenant de quelqu'un qui, en réalité, n'a rien d'une universitaire et encore moins donc d'une spécialiste des textes anciens ou même de Confucius, qui est en réalité une experte en communication et qui a donc remporté un succès absolument phénoménal donc avec son livre qui, je crois, a été obligeamment traduit en français sous le titre assez lénifiant de, je crois, Petit traité sur le bonheur selon Confucius ou quelque chose dans ce goût-là, hein, bon, que je ne vous recommande pas. D'ailleurs, l'histoire s'est quand même quelque peu vengée dans la mesure où le livre de Madame Yu Tan a tout de suite suscité donc un tollé justement chez certains collègues universitaires qui ont riposté avec cette espèce de pastiche qui s'intitule donc Kongzi Hen Zhaoji, c'est-à-dire donc Maître Krong, c'est-à-dire Confucius, a de quoi se faire du souci. Et donc ce pastiche a été doublé d'un autre ouvrage qui porte sur un autre maître de l'Antiquité chinoise, et le pastiche s'intitule Zhuangzi Han Shengqi, c'est-à-dire donc le Zhuangzi a de quoi être en colère. Donc vous avez en fait deux titres qui font rime, Kongzi Han Zhaoji et Zhuangzi Han Shengqi, de la part justement des opposants de cette Madame Yu Tan, qu'ils accusent de faire, alors je lis ce que je vois donc sur la couverture de ce pastiche, de faire du bouillon de poulet pour l'âme. On apprend récemment que Madame Yu Tan a été invitée donc à faire une conférence, la énième dans son palmarès, mais selon toute attente, enfin contre toute attente, elle n'a même pas pu prendre la parole, semble-t-il. Elle a dû quitter donc l'amphithéâtre sous les huées. Évidemment, ce que ne souhaite pour lui-même aucun conférencier. Avant d'aborder les nombreuses questions, voire les polémiques que continue de susciter le texte des entretiens, il m'a semblé important de retracer dans une démarche
à rebours, ou si l'on préfère, une sorte d'enquête généalogique, les modes de lecture qui ont déterminé et informé notre manière actuelle d'aborder et de concevoir ce texte et son histoire. Quand nous lisons le U ou que nous en traitons, nous le faisons avec un certain nombre de présupposés qui sont considérés comme acquis au point que nous n'en avons même plus conscience. Donc, il paraît important justement d'expliciter ces présupposés et de bien voir d'où ils nous viennent. Alors, ils nous viennent de la longue tradition interprétative et exégétique chinoise, bien sûr, mais aussi, comme nous l'avons vu, dans le cours de l'année 2009-2010, donc dans un deuxième temps, ils nous viennent de la façon dont ce texte, avec d'autres textes du corpus canonique confucéen, a été présenté pour la première fois au lectorat européen grâce à la médiation et aux traductions des missionnaires jésuites au XVIIe et XVIIIe siècle. Cette médiation jésuite, qui a donné lieu à ce que j'ai appelé le premier moment de mondialisation de Confucius, a eu pour effet d'imprimer dans les esprits européens la représentation d'un Confucius philosophe et rationaliste assez conforme à l'idéal de la Renaissance, qui était celui des jésuites ou des jésuites en particulier, des missionnaires jésuites, et ensuite mise en conformité avec l'idéal des Lumières européennes. Vous avez ici donc la page de titre du Confucius Sinarum Philosophus, donc Confucius, philosophe des Chinois. Donc c'est bien le mot philosophe qui apparaît comme qualificatif premier de Confucius. Un monument, on pourrait dire de traduction, qui est paru à Paris en 1687, donc à la fin du XVIIe siècle. Nous sommes sous le règne de Louis XIV, et cette traduction est parue d'ailleurs sous le patronage royal ici au génitif Ludovici Magni, c'est-à-dire donc de Louis le Grand. Et c'est le résultat donc d'un travail de nombreuses années de tout un, on pourrait dire, consortium donc de jésuites européens. Alors c'est véritablement un monument qui a fait date et qui a été retraduit en anglais par un jésuite contemporain français, donc Thierry Ménard, qui est au demeurant venu il y a quelques années donc au Collège de France nous parler de cet ouvrage. Alors dans la même perspective, les entretiens, donc l'EU, ce texte s'est trouvé traduit et lu sur le modèle des dialogues de l'Antiquité grecque. Alors autant Confucius a été présenté comme un philosophus, sinarum, autant donc les entretiens ont été présentés comme une sorte de dialogue socratique. Alors cette qualification philosophique de Confucius et des entretiens
on l'a vu, a perduré malgré même le rejet de la Chine hors du champ de la philosophie par l'Europe du XIXe siècle, comme nous l'avons vu donc il y a 2 ans. Et donc cette qualification philosophique est elle-même de retour et plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Toutefois, comme nous l'avons vu dans le cours de l'année suivante, donc nous sommes là en 2010-2011, 3e volet, il s'est produit un changement radical. Excusez-moi, là je reviens un tout petit peu en arrière, j'oubliais de vous montrer donc la représentation donc faite par les jésuites de ce Confucius philosophe, qui d'ailleurs se retrouve étrangement dans les représentations iconographiques officielles de Confucius actuellement en Chine. Nous avons certains puristes chinois qui fulminent justement contre le fait que la représentation, disons la photo officielle, si j'ose dire, de Confucius dans l'imagerie de la propagande chinoise actuelle rappelle étrangement donc le Confucius des jésuites. Donc, je disais que dans un troisième volet, nous avons pu constater un changement radical qui s'est produit dans cette qualification philosophique, puisqu'on est passé, entre-temps, d'une tradition européenne à une tradition américaine, celle beaucoup plus récente du courant pragmatiste américain. Alors, le petit livre que vous voyez ici en couverture, donc, ce petit livre du philosophe pragmatiste américain Herbert Fingeret, qui s'intitule Confucius, the Secular as Sacred, c'est-à-dire Confucius, le séculier en tant que sacré, paru en 1972. Alors là, vous remarquerez donc la concomitance tout à fait frappante entre la date de parution de ce livre de Fingeret et donc là, les sommets de la révolution culturelle en Chine. Pendant qu'on démolissait Confucius à coups de massue, donc à coups de masse en Chine, donc un philosophe américain donc s'occupait de remettre Confucius au goût du jour. Alors, ce petit livre a profondément révolutionné notre façon d'aborder les entretiens, qui n'apparaissent plus comme l'enseignement antique et exotique d'une sorte de Socrate chinois, avec une double exoticité à la fois spatiale et temporelle, mais une façon d'aborder ce texte qui, bien au contraire, selon Fingeret, a, selon lui, et je le cite, quelque chose de nouveau à nous apprendre. Something new to teach us. À nous apprendre à nous qui vivons dans le monde occidental, moderne, en l'occurrence de la fin du 2e millénaire, mais c'est un livre qui continue à nous parler donc en notre début du 3e millénaire. Or, ce quelque chose que Confucius aurait de nouveau à nous apprendre, c'est le caractère intrinsèquement ritualisé de toute relation humaine et plus généralement
de toute humanité. Et Fingeret a recours ici à l'antique terme chinois qui figure sur la couverture de son livre, ce terme de Li, qui désigne de manière générique les rites et sur lequel nous reviendrons cette année, je veux dire si Confucius me prête vie. Alors, dans ces deux moments, l'un européen et le second américain, nous sommes passés d'une mondialisation de Confucius à une autre, c'est-à-dire donc d'une première mondialisation véhiculée en latin dans le monde européen jusqu'au XVIIIe, voire jusqu'au XIXe siècle. De cette première mondialisation européenne, nous sommes passés à une seconde mondialisation, véhiculée celle-là en anglais, c'est-à-dire donc dans la nouvelle lingua franca, la nouvelle langue de communication internationale du monde de l'après-Seconde Guerre mondiale. Nous sommes aussi passés d'un paradoxe à un autre. Alors, le premier paradoxe résidait dans la représentation par les missionnaires jésuites d'un Confucius agnostique qui leur permettait d'accommoder, pour reprendre le terme jésuite, donc d'accommoder la foi chrétienne à la culture chinoise des élites confucéennes. Il était en effet primordial pour les jésuites de montrer, et ce fut précisément le point d'achoppement de la fameuse querelle des rites autour des années 1700, donc il était primordial de montrer que les rites confucéens n'avaient rien de religieux, c'était des rites purement civils, pour pouvoir affirmer qu'ils étaient parfaitement compatibles avec le culte chrétien du Dieu unique. Or, ce paradoxe, cultivé donc par la stratégie d'accommodation des jésuites, se retourne complètement dans l'optique pragmatiste d'un Fingeret, pour qui c'est précisément donc le sécularisme de Confucius qui donne à la relation humaine un caractère quasi religieux, en sacralisant l'humain dans sa qualité relationnelle. Et c'est tout cela donc que signifie ce caractère li, donc les rites, en couverture du livre de Fingeret. Donc, 3 siècles après le Confucius Sinarum Philosophus des Jésuites et près d'un demi-siècle après le Confucius the Secular as Sacred de Fingeret, nous pouvions considérer que le moment était venu d'une 3e mondialisation de Confucius. Nous assistons en effet à un intéressant chassé-croisé entre 2 mouvements parfaitement inverses. Alors, l'un est le mouvement de reconstruction ou de réinvention de Confucius qui s'observe actuellement en Chine continentale, et l'autre est au contraire un mouvement de déconstruction de la figure de Confucius et du texte des Entretiens,
un processus de déconstruction qui est en train de prendre de l'ampleur, surtout dans les milieux sinologiques occidentaux, c'est-à-dire donc européens et anglo-américains. Alors, nous l'avons vu l'année dernière, même s'il peut prendre des formes assez radicales, ce mouvement de déconstruction, il faut le préciser tout de suite, ne doit surtout pas être confondu avec les mouvements de destruction ou de démolition de Confucius et du confucianisme qui ont ponctué le XXe siècle chinois. On songe en particulier au paroxysme destructeur qu'ont été, il y a à peu près un siècle, le mouvement iconoclaste du 4 mai 1919 et, on vient de le rappeler, un demi-siècle plus tard, donc la révolution culturelle des années 1960-70, qu'on pourrait à cet égard considérer comme une sorte de, de reprise du mouvement du 4 mai, mais en encore plus radical, violent et destructeur. Bien au contraire, alors que ce sont très souvent les destructeurs d'hier qui s'acharnaient dans leur jeunesse, qui avaient 20 ans en 1970, qui s'acharnaient à démolir Confucius, ce sont ces destructeurs mêmes que l'on retrouve aujourd'hui dans le costume des reconstructeurs les plus zélés. Donc, là, nous avons effectivement cette espèce de retournement que l'on retrouve très souvent chez les mêmes individus. Vous les prenez à 20 ans dans les années 1970, ils cassent du Confucius, et vous les retrouvez, disons, 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard, ce sont eux les mêmes qui remettent donc cette statue de Confucius, plus ou moins empruntée aux jésuites d'ailleurs, sur son piédestal. Alors, quant aux déconstructeurs, c'est tout autre chose. Ce sont pour la plupart des experts, des savants extérieurs à cette histoire chinoise récente, puisque ce sont des universitaires, pour la plupart, je disais tout à l'heure, donc occidentaux. Alors, conséquence de cette entreprise de réhabilitation menée justement par les reconstructeurs, en même temps que Confucius, et excusez le mauvais jeu de mots, mais Confucius retrouve sa statue et sa stature de figure iconique, le texte des Entretiens, lui, retrouve son statut de texte canonique. Et il se trouve même promu au rang donc de texte sacré ou d'écriture sainte, et l'intention manifeste qu'il y a derrière cela est bien évidemment de faire jeu égal avec la Bible ou les évangiles qui sont censés être les textes sacrés de l'Occident chrétien. Et entendez par là, donc quand vous parlez d'un point de vue chinois, l'Occident, c'est surtout l'Amérique. Donc, il est bien évident que dans les dialogues soi-disant interreligieux ou interphilosophiques ou interculturels, ce qu'il y a en face des Chinois, ce sont donc les Américains, avec évidemment leur Bible toujours à la main ou dans tous les
toutes les tables de chevet des YMCA. Hein. Donc, je vous parlais même aussi de ce projet qui semble plus ou moins avorté d'ailleurs, c'est dommage, d'une sorte de Bible confucéenne façon YMCA, c'est-à-dire que vous, quand vous circulez dans le monde, vous auriez une chance justement de trouver dans votre table de chevet, à la place des Gospels ou de la Bible, vous auriez une sorte de Bible confucéenne. Alors bon, pour l'instant, je crois que le projet est un petit peu au point mort, mais il faudrait peut-être y songer. Donc, l'année dernière, notre revisite de Confucius, qui était partie du retour de Confucius en Chine, s'est close sur un retour à Confucius, c'est-à-dire sur un retour aux sources. Alors, quand je dis sources, je parle des sources textuelles, bien entendu. Alors, jusque-là, nous avions retracé environ 4 siècles de relecture et de réinterprétation européenne et américaine de Confucius et de ses entretiens, donc un travail généalogique qui nous avait fait passer par les perspectives, les stratégies et les méthodologies les plus diverses, qu'elles soient d'ordre philologique ou philosophique, mais il est un point sur lequel il demeurait un consensus général et implicite qui n'a jamais été, ou du moins jusqu'à une époque toute récente, véritablement remis en question. Alors, ni par la tradition chinoise, ni par les diverses interprétations occidentales. Alors, il s'agit d'une sorte de vulgate que je reconnais volontiers avoir moi-même véhiculée. Et je dois dire que le travail que nous faisons ensemble ici au Collège de France, c'est aussi pour moi un travail de remise en question permanente de tout ce que j'ai pu raconter jusqu'à maintenant. Et c'est d'ailleurs ça comment dire, ce qui fait tout l'intérêt de ce que je fais ici. Alors cette vulgate, on peut dire qu'elle est fondée sur 3 présupposés principaux. Alors le premier présupposé, c'est que le Luanyu, que je vous ai mis donc en caractère chinois et en transcription pinyin ici, est l'unique témoignage, ça c'est le présupposé numéro 1, donc ce texte est l'unique témoignage que nous ayons, enfin d'authentique en tout cas, sur l'enseignement de Confucius. Alors, nous avons en conséquence l'idée d'un lien intrinsèque entre ce texte du Luanyu et la figure de Confucius, qui n'a jamais été véritablement remise en question. Le deuxième présupposé, c'est que le titre de l'ouvrage, Luanyu, est traduit conventionnellement par exemple en français, sous le titre d'entretien, ça c'est, vous avez ici la couverture de ma propre traduction, donc entretien de Confucius, ou en allemand par Gespräche. Alors ce sont des traductions qui représentent en soi un parti pris de comprendre le Luanyu comme donc un texte, un recueil de conversations ou de dialogues entre Confucius et ses disciples ou entre Confucius et ses contemporains en général. Alors, le troisième présupposé, c'est que le texte du Luanyu
est, sinon de la main propre de Confucius, du moins de celle de ses disciples ou arrière-disciples. La vulgate qui circule, c'est que donc le Leng serait donc le résultat d'une prise de notes des entretiens de Confucius par des disciples ou arrière-disciples. Alors, ceci présuppose un lien de continuité entre la figure de Confucius et ce texte du Leng. Et cela implique aussi une datation du texte qui remonterait, sinon au vivant de Confucius, là vous avez les dates qui lui sont traditionnellement attribuées, donc 551-479. Donc ce texte remonterait sinon au vivant de Confucius, c'est-à-dire aux alentours du Ve siècle, du moins aux générations suivantes, c'est-à-dire quelque part entre le 5e et le 4e siècle avant l'ère chrétienne. C'est-à-dire, ce texte daterait d'une époque nettement antérieure à l'instauration de l'ère impériale en 221 avant Jésus-Christ, donc par le fameux premier empereur Qin Shi Huangdi. Alors, ces trois présupposés en impliquent un autre qui les sous-tend tous les trois. Il s'agit donc d'un présupposé d'une cohérence, voire d'une unité dans la composition du texte. Alors, il y a là un présupposé général qui a donc rendu possible toutes les lectures d'ordre philosophique de l'enseignement de Confucius, qui est censé être contenu dans le Leng, et dont nous avons vu que ces lectures philosophiques, qu'elles ont prévalu depuis les toutes premières traductions du corpus confucéen par les jésuites au XVIIe siècle, dans le sillage de la tradition exégétique chinoise. On peut difficilement, en effet, prétendre tirer une leçon philosophique d'un texte si on le considère, ce texte, comme composite, c'est-à-dire fait de briques et de brocs, et si l'on n'est même pas sûr qu'il puisse être associé à un auteur en particulier. Et pourtant, c'est bien là précisément le genre de remise en question radicale auquel en arrivent actuellement certains historiens déconstructeurs, dont les plus, purs et durs, les plus radicaux, défendent une thèse qualifiée par nos collègues américains eux-mêmes de révisionniste. C'est-à-dire, en fait, il s'agit de revoir entièrement, justement, tous les présupposés qui ont sous-tendu donc, les lectures de ce texte et sous-tendu donc les rapports supposés entre ce texte et Confucius entretenus jusqu'à maintenant. Alors, on notera ici que la tension, voire l'opposition d'ordre idéologique entre les reconstructeurs d'un côté et les déconstructeurs de l'autre, se double d'une opposition de nature disciplinaire entre philosophes d'un côté et historiens de l'autre. Alors, les philosophes, c'est bien connu, sont plutôt du côté de la reconstruction interprétative, ou, comme c'est plus chic de dire maintenant, herméneutique du texte,
alors que les historiens, pour leur part, n'hésitent pas à prendre le texte à bras-le-corps et à le démonter en petits morceaux, en pièces détachées, pour examiner à la loupe avec quel type de pierre ou de briques le texte a été construit. Donc ce travail de déconstruction du texte du Lun-Yu, mené essentiellement donc par des historiens et des philologues, a fait l'objet du cours de l'année dernière. Nous avons ainsi vu comment sont radicalement remis en question les trois présupposés de la Vulgate que je viens de retracer à l'instant. Alors, on aboutit ainsi, si on reprend ces trois présupposés, aux conclusions suivantes, aux conclusions déconstructionnistes suivantes. Alors, le Lun-Yu, premièrement, est loin d'être la seule source réputée authentique sur l'enseignement de Confucius. Et il n'est même pas certain que les propos rapportés au discours direct et introduits par la formule canonique Ziyue, c'est-à-dire le maître dit, qui ponctue donc le texte des entretiens, il n'est pas certain que ces propos soient nécessairement à attribuer à Confucius. Les révisionnistes les plus radicaux vous diront Ziyue, ça pourrait tout simplement vouloir dire un maître dit, et qui nous dit que c'est Confucius. En effet. La deuxième conclusion, qui se rapporte au deuxième présupposé, c'est que contrairement à une idée colportée depuis environ 2000 ans, il n'est pas certain que le Lun-Yu soit un recueil justement de dialogue ou d'entretien entre Confucius et ses disciples. Rien ne nous dit que ce soit de véritables dialogues. Ce sont peut-être à la rigueur des dialogues reconstruits ou réinventés. Et enfin, pour répondre au troisième présupposé, il n'est pas non plus certain que le Lun-Yu soit le résultat d'une transmission directe et continue à travers donc des lignées de disciples. En somme, ce qui se trouve démonté pièce par pièce dans ce travail de déconstruction n'est rien moins que l'unité, la cohérence et la continuité de ce texte, considéré pourtant par toute la tradition chinoise comme un texte fondateur. Alors nous avons là un travail, et nous l'avons remarqué l'année dernière, un travail qui s'apparente à celui des exégètes critiques des textes bibliques, entamés donc en Europe au XIXe siècle, notamment par l'exégèse biblique allemande, et notamment justement sur le texte des évangiles. Or, c'est bien en pensant au célèbre ressuscité que l'on connaît sous le nom de Jésus-Christ que j'ai pensé, en intitulant le cours de cette année Confucius ressuscité, en attirant votre attention donc sur le point d'interrogation, parce que vous voyez bien que des interrogations, il y en a beaucoup, il n'y a pratiquement que ça, et sur le fait que, au stade où en est ce qu'il faut bien maintenant appeler le chantier Confucius, on ne peut guère faire plus qu'émettre quelques hypothèses. Alors, de Confucius revisité
à Confucius ressuscité. Nous passons ainsi d'un processus de réinvention à un processus de reconstruction qui sont tous les deux aussi actuels l'un que l'autre, mais qui procèdent en sens très exactement inverse. Parce que, évidemment, nous étions restés à la fin de l'année dernière dans un champ de ruines. Nous étions sur une espèce de tas de briques, complètement dans un chantier donc, de démolition. Alors, et nous étions restés évidemment sur la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut encore récupérer dans ces décombres? Alors, le texte que nous verrons émerger cette année, avec un peu de chance, du tas de pièces détachées donc de la déconstruction de l'année dernière, ne sera pas exactement la parole d'évangile consensuel qui a fait le succès de Madame Yutan et le Confucius que nous verrons renaître de ses cendres n'aura pas non plus grand-chose à voir avec l'icône triomphante et omniprésente voulue par le soft power chinois actuel. Et je terminerai donc sur cette autre photo officielle donc de Confucius que vous retrouverez un peu sous toutes les formes, sur tous les supports et un peu partout donc en Chine actuellement. Donc merci aujourd'hui d'être venu à ce rendez-vous. J'espère donc à la semaine prochaine. Je ne peux que l'espérer pour donc un effort de résurrection donc de Confucius. Merci.